Stai per vivere un'esperienza davvero insolita. Quello che ascolterai è un metodo innovativo di apprendimento linguistico, l'ascolto simultaneo di due lingue attraverso la tecnologia binaurale. Questa tecnica sfrutta la straordinaria capacità del cervello di adattarsi e trovare pattern anche in situazioni complesse. Nei primi minuti potresti percepire le due voci come un insieme complesso. È perfettamente normale. Il tuo cervello sta calibrando i suoi filtri naturali. Non sforzarti di seguire tutto. Lascia che la lingua che già conosci ti guidi attraverso la narrazione, mentre la tua mente, spontaneamente, assorbe i ritmi e le melodie della nuova lingua. Questo processo è naturale come respirare. Con ogni ascolto, senza sforzo cosciente, i suoni diventeranno familiari, le pause significative, le intonazioni chiare. Stai per scoprire che imparare una lingua può essere incredibilmente semplice quando lavori con la natura del tuo cervello. Ora, mettiti comodo, indossa le cuffie e lascia che abbia inizio. Il tuo cervello sa già cosa fare. Luigi Pirandello, le train a sifflé. Il délirait. Un début de fièvre cérébrale, avaient dit les médecins, et ils le répétaient tous, ses compagnons de bureau, qui revenaient à 2, à 3, de l'hospice, ils étaient allés le visiter. Il semblait éprouver un plaisir particulier à en donner l'annonce avec les termes scientifiques, appris sur le moment des médecins, à quelques collègues retardataires qu'ils rencontraient sur leur chemin, frénésie, frénésie. Encéphalite. Inflammation de la membrane. Fièvre cérébrale. Et ils voulaient paraître affligés, mais ils étaient au fond si contents, même pour ce devoir accompli, dans la plénitude de la santé, sortis de ce triste hospice sous le gai azur de la matinée hivernale. Il mourra? Il deviendra fou? Bah! Mourir? Il ne semble pas, mais que dit-il? Que dit-il? Toujours la même chose. Il déraisonne, pauvre Belluca. Et à personne ne venait à l'idée que, vu les conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles ce malheureux vivait depuis tant d'années, son cas pouvait fort bien être des plus naturels, et que tout ce que Belluca disait et qui semblait à tous du délire, symptôme de la frénésie, pouvait fort bien être l'explication la plus simple de ce cas des plus naturels. Vraiment, le fait que Belluca, la veille au soir, s'était fièrement rebellé contre son chef de bureau, et que puis, à la sévère réprimande de celui-ci, il avait failli se jeter sur lui, donnait un sérieux argument à la supposition qu'il s'agissait d'une véritable aliénation mentale. Car homme plus doux et soumis, plus méthodique et patient que Belluca, on n'aurait pas pu l'imaginer. Borné, oui, qui l'avait défini ainsi, un de ses compagnons de bureau. Circonscrit, pauvre Belluca, dans les limites très étroites de son aride fonction de comptable, sans autre mémoire que celle des parties ouvertes, des parties simples ou doubles ou de report, et de défalcation et de prélèvement et d'imputation, notes, grands livres, livres de comptes, brouillons et ainsi de suite. Casier ambulant, ou plutôt, vieille âme, qui tirait tout doucement, toujours du même pas, toujours par le même chemin la charrette, avec force hier. Or bien, 100 fois ce vieux bourrique avait été fouetté, fustigé sans pitié, ainsi pour rire, pour le plaisir de voir si on parviendrait à le faire un peu ruer, à lui faire au moins dresser un peu les oreilles abattues, sinon à donner signe qu'il voulut lever un pied pour lancer quelque ruade. Rien. Il avait pris les coups de fouet injustes et les cruelles piqûres en sainte paix, toujours, sans me souffler mot, comme si elles lui revenaient, ou mieux, comme s'il ne les sentait plus, habitué qu'il était depuis des années et des années aux continuelles solennelles bastonnades du sort. Inconcevable, donc, vraiment, cette rébellion en lui, si ce n'est comme l'effet d'une soudaine aliénation mentale. D'autant plus que, la veille au soir, justement, il avait dû subir la réprimande, justement, il avait le droit de la lui faire, le chef de bureau. Déjà, il s'était présenté,
le matin, avec un air insolite, nouveau, et chose vraiment énorme, comparable, que sais-je. À l'effondrement d'une montagne, il était venu avec plus d'une demi-heure de retard. Il semblait que son visage, tout à coup, se fût élargi. Il semblait que les œillères lui fussent tout à coup tombées, et que le spectacle de la vie se fût découvert, s'ouvrant soudain tout autour de lui. Il semblait que ses oreilles lui fussent tout à coup débouchées et perçussent pour la première fois des voix, des sons jamais perçus auparavant. Si hilar, d'une hilarité vague et pleine d'étourdissement, il s'était présenté au bureau. Et, toute la journée, il n'avait rien combiné. Le soir, le chef de bureau, entrant dans sa pièce, après avoir examiné les registres, les papiers, et comment donc? Que as-tu combiné aujourd'hui? Belluca l'avait regardé en souriant, presque avec un air d'impudence, en ouvrant les mains. Qu'est-ce que cela signifie? Avait alors s'écrié le chef de bureau, en s'approchant de lui et en lui prenant une épaule et en le secouant. Ohé, Belluca. Rien, avait répondu Belluca, toujours avec ce sourire entre l'impudence et l'imbécilité sur les lèvres. Le train, monsieur le chevalier. Le train? Quel train? Il a sifflé. Mais que diable dis-tu? Cette nuit, monsieur le chevalier. Il a sifflé. Je l'ai entendu siffler, le train? Oui, monsieur. Et si vous saviez où je suis arrivé? En Sibérie, ou bien, dans les forêts du Congo. C'est fait en un instant, monsieur chevalier. Les autres employés, au cri du chef de bureau rendu furieux, étaient entrés dans la pièce et, en entendant parler ainsi Belluca, des rires fous. Alors le chef de bureau, qui devait être de mauvaise humeur ce soir-là irrité par ces rires, était monté dans une colère noire et avait maltraité la douce victime de tant de ses cruelles plaisanteries. Seulement, cette fois, la victime, à la stupéfaction et presque à la terreur de tous, s'était rebellée, avait invectivé, criant toujours cette extravagance du train qui avait sifflé, et que, par Dieu, maintenant non plus, maintenant qu'il avait entendu siffler le train, il ne pouvait plus, il ne voulait plus être traité de cette façon. On l'avait pris de force, sanglé et traîné à l'hospice des fous. Il continuait encore, ici, à parler de ce train. Il en imitait le sifflement. Oh, un sifflement assez lamentable, comme lointain, dans la nuit, navré. Et, aussitôt après, il ajoutait, on part, on part. Messieurs, pour où? Pour où? Et il regardait tout le monde avec des yeux qui n'étaient plus les siens. Ses yeux, d'habitude sombres, sans éclat, renfrognés, brillaient maintenant très brillants, comme ceux d'un enfant ou d'un homme heureux, et des phrases sans suite lui sortaient des lèvres. Des choses inouïes, des expressions poétiques, imagées, bizarres, qui étonnaient d'autant plus qu'on ne pouvait en aucune façon expliquer comment, par quel prodige, elles fleurissaient dans sa bouche à lui, c'est-à-dire à quelqu'un qui jusqu'alors ne s'était jamais occupé d'autre chose que de chiffres et de registres et de catalogues, restant comme aveugle et sourd à la vie, petite machine de comptabilité. Maintenant il parlait de fronts bleus de montagnes neigeuses, dressées vers le ciel, il parlait de cétacés visqueux qui, volumineux, au fond des mers, avec leur queue faisaient la virgule. Chose, je le répète, inouïe. Celui qui vint me les rapporter ainsi que la nouvelle de l'aliénation mentale soudaine resta cependant déconcerté, ne remarquant chez moi, non pas de l'étonnement, mais pas même une légère surprise. En effet, j'accueillis en silence la nouvelle. Et mon silence était plein de douleur. J'oscillais la tête, avec les coins de la bouche contractés vers le bas, amèrement, et je dis, Belluca, messieurs, n'est pas devenu fou. Soyez assurés qu'il n'est pas devenu fou. Quelque chose a dû lui arriver, mais de la plus grande simplicité.
Personne ne peut se l'expliquer, parce que personne ne sait bien comment cet homme a vécu jusqu'à présent. Moi qui le sais, je suis sûr que je m'expliquerai tout de la manière la plus naturelle, dès que je l'aurai vu et que j'aurai parlé avec lui. En chemin vers l'hospice où le pauvre homme avait été recueilli, je continuais à réfléchir pour mon compte à un homme qui vit comme Belluca a vécu jusqu'ici, c'est-à-dire une vie impossible, la chose la plus évidente, l'incident le plus commun, n'importe quel tout léger obstacle imprévu, que sais-je, d'un caillou sur la route, peuvent produire des effets extraordinaires, dont personne ne peut trouver l'explication, s'il ne pense justement que la vie de cet homme est impossible. Il faut conduire l'explication là, en la rattachant à ces conditions de vie impossibles, et elle apparaîtra alors simple et claire. Celui qui ne voit qu'une queue, en faisant abstraction du monstre auquel elle appartient, pourra l'estimer monstrueuse en elle-même. Il faudra la rattacher au monstre, et alors elle ne semblera plus l'être, mais telle qu'elle doit être, appartenant à ce monstre. Une queue tout à fait naturelle. Je n'avais jamais vu un homme vivre comme Belluca. J'étais son voisin de maison, et non seulement moi, mais tous les autres locataires de la maison se demandaient avec moi comment cet homme pouvait résister dans ces conditions de vie. Il avait avec lui 3 aveugles, sa femme, sa belle-mère et la sœur de sa belle-mère, ces 2 dernières, très vieilles, à cause de la cataracte, l'autre, la femme, sans cataracte, aveugle fixe, paupières murées. Toutes les 3 voulaient être servies. Elles criaient du matin au soir parce que personne ne les servait. Les 2 filles veuves, recueillies à la maison après la mort de leur mari, l'une avec 4, l'autre avec 3 enfants, n'avaient jamais ni le temps ni l'envie de s'occuper d'elles, tout au plus, elles apportaient quelque aide à la mère seulement. Avec le maigre produit de son petit emploi de comptable pouvait Belluca donner à manger à toutes ses bouches. Il se procurait d'autres travaux pour le soir, à la maison, des papiers à recopier. Et il recopiait parmi les cris démoniaques de ces 5 femmes et de ces 7 garçons jusqu'à ce que, tous les 12, ne trouvent place dans les 3 seuls lits de la maison. Lits larges, matrimoniaux, mais 3. Bagarres furieuses, poursuites, meubles renversés, vaisselle brisée, pleurs, cris, bruit sourd, parce que l'un des enfants, dans le noir, s'échappait et allait se fourrer entre les 3 vieilles aveugles, qui dormaient dans un lit à part, et qui chaque soir se disputaient aussi entre elles, parce qu'aucune des 3 ne voulait être au milieu et se rebellait quand venait son tour. À la fin, le silence se faisait, et Belluca continuait à recopier jusqu'à une heure avancée de la nuit, jusqu'à ce que la plume ne lui tombât des mains et que ses yeux ne se fermassent d'eux-mêmes. Alors il allait se jeter, souvent habillé, sur un mauvais canapé démantibulé, et aussitôt il sombrait dans un sommeil de plomb, d'où chaque matin il se levait difficilement, plus hébété que jamais. Eh bien, messieurs, à Belluca, dans ces conditions, il était arrivé un fait des plus naturels. Quand j'allais le voir à l'hospice, il me le raconta lui-même, par le menu. Il était, oui, encore un peu surexcité, mais tout naturellement, à cause de ce qui lui était arrivé. Il se moquait des médecins, des infirmiers et de tous ses collègues, qui le croyaient devenu fou. Pourvu que, disait-il, pourvu que, messieurs, Belluca, depuis de très longues années mais vraiment oublié que le monde existait. Absorbé par le tourment continuel de sa misérable existence, absorbé toute la journée dans les comptes de son bureau, sans jamais un moment de répit, comme une bête aux yeux bandés, attelée à la barre d'une noria ou d'un moulin, oui, messieurs, depuis des années et des années mais vraiment oublié que le monde existait. 2 soirs auparavant, en se jetant pour dormir, épuisé, sur ce mauvais canapé, peut-être à cause d'une fatigue excessive, il n'avait pas réussi, chose inhabituelle, à s'endormir tout de suite. Et,
Tout à coup, dans le silence profond de la nuit, il avait entendu, au loin, siffler un train. Il lui avait semblé que ses oreilles, après tant d'années, qui sait comment, s'étaient tout à coup débouchées. Le sifflement de ce train lui avait déchiré et emporté d'un coup la misère de toutes ces horribles angoisses, et comme d'un sépulcre découvert il s'était retrouvé à parcourir haletant le vide aérien du monde qui s'ouvrait immense tout autour de lui. Il s'était instinctivement cramponné aux couvertures qu'il se jetait chaque soir sur le dos, et il avait couru en pensée après ce train qui s'éloignait dans la nuit. Il y avait, hors de cette maison horrible, hors de tous ces tourments, il y avait le monde, tant de monde lointain, vers lequel ce train se dirigeait. Florence, Bologne, Turin, Venise, tant de villes, où lui, étant jeune, était allé et qui, certainement, en cette nuit, scintillaient encore de lumière sur la terre. Oui, il connaissait la vie qu'on y menait. La vie qu'autrefois lui aussi y avait vécue. Et cela continuait, cette vie, cela avait toujours continué, tandis que lui, ici, comme une bête aux yeux bandés, tournait la barre du moulin. Il n'y avait plus pensé. Le monde s'était refermé pour lui, dans le tourment de sa maison, dans la ride, après 3 tests de sa comptabilité. Mais maintenant, voilà, cela lui rentrait, comme par une violente transfusion, dans l'esprit. L'instant, qui sonnait pour lui, là, dans cette prison, se propageait comme un frisson électrique à travers le monde entier, et lui, avec son imagination soudain réveillée, pouvait le suivre à travers des villes connues et inconnues, des landes, des montagnes, des forêts, des mers. Ce même frisson, cette même pulsation du temps. Il y avait, tandis qu'il vivait là cette vie impossible, tant et tant de millions d'hommes dispersés sur toute la terre, qui vivaient différemment. Maintenant, au même instant où il souffrait ici, il y avait les montagnes solitaires neigeuses qui levaient vers le ciel nocturne leurs fronts bleus. Oui, il les voyait ainsi, il y avait les océans, les forêts. Et, donc, lui maintenant que le monde lui était rentré dans l'esprit pouvait en quelque façon se consoler. Oui, en se levant de temps en temps de son tourment, pour prendre avec l'imagination une bouffée d'air dans le monde. Cela lui suffisait. Naturellement, le premier jour, il avait exagéré. Il s'était enivré. Tout le monde, d'un seul coup, un cataclysme. Petit à petit, il se recomposerait. Il était encore ivre de trop d'air, il le sentait. Il irait, dès qu'il se serait complètement remis, s'excuser auprès du chef de bureau, et il reprendrait comme avant sa comptabilité. Seulement, le chef de bureau ne devait plus désormais trop exiger de lui comme par le passé, il devait lui accorder que de temps en temps, entre une écriture et l'autre à enregistrer, il fasse un saut, oui, en Sibérie, ou bien, dans les forêts du Congo, cela se fait en un instant, monsieur le chevalier. Maintenant que le train a sifflé.